Bonjour et bienvenue pour cette cérémonie de remise de prix Stars et métiers de la région organisée par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la SOCAMA. Pendant cette émission, vous allez comprendre pourquoi le mot « excellence » s'applique à l'artisanat régional entre savoir-faire traditionnel et nouvelles technologies. Nous sommes à Lyon, à l'Institut Lumière, et ça n'est pas un hasard, c'est ici que les frères Lumière ont tourné en mars 1895 leur premier film sorti d'usine. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de l'Institut Lumière et vous allez découvrir que cinéma rime aussi avec artisanat. Nous voilà dans le hangar qui a servi de décor au premier film des frères Lumière. Et sous le regard de Louis Lumière, justement, eh bien, ce sont 4 hommes et femmes artisans qui vont être récompensés aujourd'hui avec le prix de l'entreprise responsable, le prix de l'entrepreneur, le prix de l'exportateur et le prix de l'innovation. À mes côtés, ils sont 2. Bonjour messieurs. Bonjour. Pascal Trimouillat, vous êtes vous le directeur général adjoint de BP Aura, en charge du pôle exploitation marché de proximité. Et à vos côtés, Serge Vidal, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. On respecte ici les gestes barrières, vous êtes masqués, vous pouvez enlever votre masque au moment où vous avez la parole. On respecte la distanciation physique. Pascal Trimouillat, vous êtes BP Aura, la banque historique des artisans, avec un accompagnement quotidien sur le terrain. Encore plus dans un contexte de crise, comment cela s'est concrétisé sur l'année qui vient de s'écouler ? Oui, bonjour à tous. La Banque Populaire est la banque historique des artisans, effectivement. Elle a été créée il y a plus de 120 ans, d'ailleurs, sur la région, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'elle a été créée à La Roche-sur-Foron par des entrepreneurs, par des artisans et pour des entrepreneurs, pour des artisans, pour répondre à tous leurs besoins. Alors la Banque Populaire est vraiment leader dans le monde de l'artisanat et leader notamment sur le prêt à la création d'entreprises. Et en 2020, année quand même très particulière, compte tenu de la crise sanitaire, bien, je dois dire que la Banque Populaire a encore été plus proche de ses clients artisans. Elle l'était déjà beaucoup les années précédentes, elle l'a été encore plus en 2020. Pourquoi ? Dès le confinement, dès le 16 mars, le 17 mars, on a mis en place un plan qu'on a appelé Solidora, qui consistait à contacter tous nos clients, notamment les artisans, pour les aider à réfléchir, pour connaître exactement leurs besoins et pour pouvoir y répondre exactement compte tenu de la situation. Et après, dès le 26 mars, nous avons pu mettre en place les premiers PGE, les premiers reports d'échéance. Et je dois dire qu'à ce jour, les PGE, nous sommes largement leaders au niveau de la région, puisque nous avons débloqué plus de 2 milliards, 2,7 milliards de PGE, 21 000 prêts PGE, c'est énorme. Et puis après, j'allais dire autre étape, à la sortie du confinement au mois de mai, eh bien, nous avons également eu énormément de contacts avec nos clients pour leur apporter, j'allais dire, toutes les solutions pour les aider à reprendre l'activité avec des solutions en termes de monétique, des financements, tels que le prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes, parmi d'autres. Et puis là, j'allais dire dernièrement, maintenant c'était plutôt fin d'année 2020, nous avons également recontacté tous nos clients, nous avons vraiment été au plus près de nos clients, pour les aider à réfléchir, pour les aider à prendre la décision sur le PGE. Faut-il l'amortir ? Faut-il le rembourser ? Enfin, les aider à prendre cette décision qui est importante pour eux compte tenu de leurs besoins, compte tenu de leur contexte. Donc nous avons vraiment été au plus près pendant toute cette période. Et puis vous travaillez également en lien étroit avec la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, également la SOCAMA que nous retrouvons sur ce concours Stars et métiers. Oui, alors exactement. J'allais dire, les relations avec la Chambre de métiers, c'est vraiment une longue histoire. Les relations avec la SOCAMA, c'est une longue histoire. On travaille vraiment main dans la main depuis des années. Et puis j'allais dire, peut-être un exemple qui illustre ce partenariat depuis de longues années, c'est le prêt ARA, le prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes, que nous avons lancé en mai 2018 avec la région.
qui apporte sa garantie. Et puis en collaboration avec la SOCAMA, avec la Chambre des métiers. Et là, franchement, ça a été un véritable succès, puisque ce jour, c'est plus de 2000 prêts qui ont été réalisés. C'est 23 millions d'euros de prêts qui ont été distribués aux artisans à un prêt d'équipement à 0%. Merci Pascal Tribouillat. Je vous voyais sourire derrière le masque, je vous devinais Serge Vidal. Ça représente quoi l'artisanat aujourd'hui dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, bonjour à tous. L'artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une grosse machine. C'est près de 230 000 chefs d'entreprise qui emploient 300 000 salariés. Nous formons 24 000 apprentis par an et on a un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. C'est dire aujourd'hui que l'artisanat est un acteur économique de premier plan en Auvergne-Rhône-Alpes et que tous les jours, nos entreprises tiennent ce rang. Les artisans sont habitués à travailler de manière tout à fait dans l'excellence et tenir ce rang. Nos emplois ne sont pas délocalisables. Nos services de la Chambre de métiers sont là au jour le jour pour aider et accompagner toutes ces entreprises dans leur développement, dans leur questionnement vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis du développement des entreprises et de leurs outils de travail. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut reprendre un slogan qui a été le meilleur, je vais dire, en son temps. L'artisanat est en Auvergne la première entreprise régionale, et ça encore pour longtemps. On valorise aujourd'hui l'excellence de l'artisanat et également la résilience des artisans ? La résilience des artisans, ils nous l'ont prouvé pendant cette période de pandémie où on s'accorde à dire que près de 60% des artisans ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires. Mais là, on revient sur l'idée qu'on a des artisans et de l'artisanat en général. Les artisans sont de véritables caméléons. Ils se fondent dans leur territoire, dans les activités, et ils ont cette espèce d'agilité à pouvoir se transformer très rapidement. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entreprises ont été sur la transformation numérique, mais aussi sur la transition énergétique. Tous ces nouveaux dossiers, ces nouvelles activités qui leur sont arrivées et pour lesquelles ils se sont transformés. Et pour passer le cap, j'allais dire, l'artisan a l'habitude de faire le dos rond et d'avancer assez rapidement et d'être très agile. Alors vous parliez d'agilité, Serge Vidal, vous évoquiez également l'excellence. Et bien justement, je vous propose de découvrir en images des artisans de talent de Stars et Métiers 2021, et ce dans chacune des catégories.
On a hâte de découvrir les noms des lauréats de ce Stars et Métiers version 2021. Merci messieurs, on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure. Mais avant cela, et comme nous l'évoquions en introduction, eh bien revenons à ce lieu chargé d'histoire avec le 7e art qui est aujourd'hui certes une industrie, mais ça n'a pas toujours été le cas. On parlait d'artisanat et c'est ce que nous explique Fabrice Calzettoni, le responsable pédagogique de cet Institut Lumière. Bien entendu, c'était loin d'être une industrie encore, puisque au départ, rien n'existait. Le cinématographe, contrairement à la littérature ou à la peinture, est un art qui va naître un jour précis, à un endroit précis, qui était donc Lyon, dans la société Lumière. Donc rien n'existait effectivement. Alors au départ, c'est presque plus qu'un artisanat, c'est vraiment un travail de précision qui reste au sein de la famille, puisque c'est Louis et Auguste qui commencent à chercher dans l'appartement des Lumières, qui était Place Vellecourt, un moyen de projeter les images. On travaille par exemple dans la cuisine de Madame Lumière. Et le père, Antoine, utilisait la balance de cuisine de sa femme pour faire les pesées pour les produits chimiques. Et c'est par exemple Louis qui va dire « mais non, il faut une balance de précision ». Donc on va emprunter la balance du pharmacien, qui elle était très précise, qui était dans la rue d'à côté. Donc à partir de ce travail qui reste au sein de la famille, évidemment, je passe les détails, on finit par déposer le brevet et on va racheter un atelier à Montplaisir. Et là, c'est vraiment l'atelier Lumière dans lequel vont travailler les frères Lumière et les deux sœurs Lumière, donc ils étaient 4, plus 2 ou 3 artisans qu'on avait embauchés pour les aider. Et regardez donc le résultat de ce travail d'artisanat, justement, c'est-à-dire cet appareil qui a été entièrement fabriqué à la main. Donc c'est un vrai travail d'horlogerie, de précision, hein. Toutes les pièces ont été fabriquées à la main, et du coup, elles sont en parfait état et elles ne se sont jamais abîmées, elles ne se sont jamais cassées, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait le remettre en route et finalement, ça marcherait. Donc, on voit ce que ça va devenir, hein, c'est-à-dire l'appareil qui va projeter les premiers films de l'histoire du cinéma. Donc, la lampe à arc qui permettait d'envoyer la lumière dans l'appareil, et puis on tournait une manivelle, on plaçait la pellicule au-dessus de l'appareil de projection, on tournait la manivelle, la pellicule se dévidait dans l'appareil que vous voyez ici, et c'était une simple boîte, hein, c'est-à-dire qu'elle tombait comme ça à nu dans la boîte, et puis pendant qu'un opérateur, donc il fallait être 2, pendant qu'un opérateur rembobinait le film avec la petite rembobineuse que vous voyez ici, eh bien de l'autre côté, il y avait un opérateur qui prenait une boîte, une nouvelle boîte, et qui chargeait le film, et ce qui permettait donc de projeter un deuxième film. Donc l'ensemble de tout cet appareil était donc fabriqué dans l'atelier Lumière, nous sommes en 1895, et cet appareil donc a fait la toute première projection publique payante à Paris le 28 décembre 1895. De cet artisanat, évidemment, vu le succès mondial du cinématographe immédiat, ça va très vite donc devenir une industrie. Et nous y sommes donc, la remise du premier prix de cette cérémonie. Elle concerne le prix responsable pour une entreprise qui existe depuis près de 80 ans à Grenoble et qui perpétue un savoir-faire depuis 4 générations. On parlait d'artisanat, donc un exemple avec la Maison Lenoir, boulangerie, pâtisserie, engagée. L'entreprise a été créée en 1942 par Joseph Barufaldi, donc le grand-père de mon mari, au centre-ville de Grenoble, rue Bayard. Cette entreprise a été ensuite poursuivie par ses 2 enfants et moi je suis arrivée en 2011. Je me suis intéressée donc à cette entreprise alors que je travaillais dans le monde de l'immobilier à Lyon et ça depuis plusieurs années. Je me suis formée au métier de boulanger et puis de 2 magasins, nous sommes passés à 5. Nous avons donc dédié un laboratoire qui est celui-ci à la boulangerie et à la viennoiserie, un autre laboratoire à toute la partie salée, toute la partie snacking, et enfin un 3e laboratoire qui ne fabrique que de la pâtisserie. On fait beaucoup d'allers-retours dans une journée parce qu'il faut livrer les magasins, les relivrer, il faut aller livrer des restaurants. Bon, donc on fait beaucoup de petits trajets et ces petits trajets, on les fait en véhicule électrique.
J'ai eu envie, lorsque je me suis installée, d'avoir des jeunes pour essayer autant que possible de leur donner véritablement le goût du métier. On a entre 2 et 4 apprentis chaque année. Et j'interviens dans les écoles à partir de l'école maternelle et je vais jusque dans les lycées. On fait toucher aux plus petits la matière pour qu'ils comprennent. Je viens avec un boulanger aussi qui leur explique son quotidien. Véritablement, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est la chasse au gaspillage. Et donc, c'est comme ça qu'on a envie de faire progresser aussi notre entreprise. Pour ne pas gaspiller, on a les Restos du Cœur et le Secours Populaire qui viennent tous les jours récupérer les invendus de pain. Nous avons l'application Too Good To Go, qui est une application anti-gaspi. Le principe est de vendre à prix minime les invendus de la journée. Dans cette application anti-gaspi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on demande aux gens de venir avec leurs emballages. Parce que mon cheval de bataille, et ça depuis des années, c'est d'avoir des attitudes éco-responsables avec les emballages. J'essaye de travailler sur ce point avec toutes mes vendeuses. Au lieu de donner systématiquement une serviette, un sac, on pose la question « Avez-vous besoin d'une serviette? Avez-vous besoin d'un sac ?» Et on se rend compte qu'on a de plus en plus de non. On voit véritablement une amélioration au niveau de notre clientèle. Je m'appelle Martine Lenoir, dirigeante de la Maison Lenoir. Et Martine Lenoir de la Maison Lenoir est à nos côtés, accompagnée de votre prix et d'une des réalisations également de vos boulangers. Bravo à vous pour ce prix responsable. Donc, on l'a entendu, l'utilisation des circuits courts, voire très courts, l'imitation des emballages. Pourquoi avoir entamé cette démarche ? Comme vous l'avez dit dans le film, nous sommes une entreprise grenobloise depuis 4 générations. Nous sommes très attachés à notre ville, très attachés à notre région et très attachés à notre planète. Nous avons donc décidé, lorsque j'ai repris l'entreprise, mais c'était déjà le cas précédemment, de travailler autant que possible en circuit court avec des entreprises locales pour faire travailler déjà nos voisins, les entreprises du secteur, et puis aussi pour limiter les déplacements et pour protéger un petit peu notre environnement. On l'a compris dans le film, vous faites également la chasse au gaspillage, vos salariés et vos clients jouent le jeu ? Oui, alors ce n'est pas une tâche qui est toujours facile, mais c'est aussi une éducation. C'est aussi faire prendre conscience aux gens que notre mode de consommation aujourd'hui génère énormément de déchets. Nous avons un commerce de proximité, un commerce où on se rend tous les jours pour acheter une baguette. On traite entre 1000 et 2000 clients au jour et on imagine que chaque client consomme au moins un emballage. Donc quand on fait le total sur une année, c'est énorme. Donc on essaie de sensibiliser dans un premier temps notre personnel qui joue vraiment bien le jeu. Et puis on sensibilise nos clients aussi à avoir une attitude éco-responsable. On les incite à garder leurs emballages, à revenir avec, à les réutiliser. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais on se rend compte que les gens répondent de plus en plus de manière favorable. Martine Lenoir, bravo pour ce prix et à vos côtés ceux qui vous le remettent, et notamment Alain Mossière, président de la Socama Auvergne-Rhône-Alpes. Alain Mossière, bonjour. C'est la Socama, donc la société de caution mutuelle aux artisans. Pour ce prix responsable, quel aspect principal a retenu votre attention ? Déjà, félicitations pour ce prix. Félicitations parce que c'est une reprise d'entreprise familiale. C'est bien dans l'artisanat, il y en a beaucoup, mais il faut quand même le faire remarquer. Et puis, dans la boulangerie, c'est mon métier, donc ça m'a un petit peu sensibilisé. En plus, la Maison Lenoir correspond vraiment à l'artisanat, c'est-à-dire déjà faire transmettre son métier. On l'a vu, elle prend des apprentis. Elle va dans les écoles faire connaître le métier aux futurs consommateurs. Et puis, il y a un côté qui m'a interrogé, parce que c'est un côté qui n'est pas encore assez développé dans l'artisanat, c'est le côté de faire participer le personnel au projet, à tout le projet. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer une façon de voir l'entreprise. Il faut qu'elle soit appropriée par le personnel, il faut qu'elle soit partagée par le dirigeant et le personnel autour. Et elle l'a dit avec son personnel de vente, elle fait demander aux clients. Donc si le personnel n'est pas intégré dans ce système, ça ne marche pas. Encore bravo pour
ce projet qui est vraiment, c'est vraiment circulaire, puisqu'on commence les matières premières qui sont prises localement. Après, il y a le recyclage des matières premières, le zéro déchet, ça c'est vraiment... Et dans nos métiers de l'alimentation, on en a beaucoup besoin. On est, je pense, un petit peu en retard, surtout dans l'artisanat. Donc bravo. Serge Vidal, vous voilà donc de retour. La Maison Lenoir perpétue, on l'a vu, des traditions familiales, mais cette démarche, finalement, elle représente l'avenir. Complètement. D'abord, toutes mes félicitations pour ce prix qui est mérité. D'autres candidats étaient présents, bien sûr, de très bon niveau. Vous avez été sélectionné, j'allais dire, bravo pour cet engagement de suivi d'une entreprise. Je vous entendais dire que c'est une maison qui se transmet de père en fils et de père en fille peut-être, depuis 4 générations. Donc c'est vraiment cette transmission qui est là. Et l'innovation chez vous, c'est d'avoir su allier cette tradition et puis la vision qui est de plus en plus en vogue, je l'ai dit pour le moment, c'est cette manière éco-responsable et solidaire engagée par votre entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans suivent cet exemple. Et je crois que vous êtes dans le vrai. Notre société évolue. Les déchets, plus personne n'en veut. Et on va essayer de transmettre à nos enfants une planète qui sera peut-être plus viable que celle qu'on leur proposait jusque-là. Alors bravo pour tout ça, parce que vous êtes une des pierres de cet édifice, de cette déficit. Et le message sera entendu sans nul doute. Merci à vous trois, bravo à vous Martine Lenoir et votre maison, donc lauréate du prix responsable. Vous repartez avec ce prix, mais également avec le coffret à utiliser chez Anne-Sophie Pic à Valence. Il est temps de remettre le deuxième prix de cette cérémonie, celui de l'entrepreneur. Un prix qui met en valeur un savoir-faire familial dans une société du Rhône, le secteur du textile, SMB Borcote. Alors, l'entreprise SMB Borcote existe depuis 1994, créée par mon papa Bernard Saunier pour fabriquer des produits techniques et trouver des solutions à des activités un peu particulières, autant dans l'habillement technique que dans d'autres utilisations plus industrielles. Alors l'activité au départ était basée sur le Borcote et ça a évolué rapidement sur des tissus à usage industriel sur la base du Borcote, puis sur 4 secteurs qui sont la maillomètre technique, la polaire avec une grosse activité depuis 2010 sur la refabrication de polaire chez nous en France. L'évolution de l'entreprise, c'est une quête permanente de matériel un petit peu de partout, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc ça va être des métiers que les autres n'ont pas, ou des métiers qui vont être plutôt anciens, qu'on va pouvoir customiser pour pouvoir répondre à une demande particulière. Alors on fait tout en interne, c'est un petit peu notre force chez nous. On a un électromécanicien, on a un soudeur, on a un outilleur, on a un usineur. Moi-même, je suis dessinateur industriel. C'est un petit peu la conjugaison de tous les savoir-faire de l'entreprise qui font le métier pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Notre secret pour être là aujourd'hui et puis bien se porter, avoir une belle progression, d'essayer de se renouveler tous les jours et de proposer des choses un petit peu nouvelles. Aujourd'hui, on marche très très bien dans le TP et dans le BTP avec nos brevets d'injection de béton dans les sols. On était avant à Lantilly dans un bâtiment de 1500 m². On vient de s'installer donc en août à Vindry-sur-Turbine. On a racheté un bâtiment qui fait plus de 7000 m². Ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est ce qu'on va vendre dans 2 ans. Le monde du vêtement connecté est dans les pistes. Encore pas mal de développement en automobile, en BTP, dans les nouvelles technologies. On a quelques pistes pour les années à venir et on vise avec le nouvel outil qu'on s'est acheté, le bâtiment, une progression assez importante sur les 2 prochaines années.
Je suis Alexandre Saunier, dirigeant de la société SMB Borcout. Et Alexandre Saunier, ravi de vous retrouver à nos côtés ici. Vous dirigez donc une entreprise qui produit localement des tissus techniques destinés à l'armée, également le bâtiment, la construction, le médical. Ça fait combien de clients? De plus en plus, on l'a compris, parce que vous avez dû déménager. On s'est agrandi, oui, ça fait 35 secteurs d'activité maintenant. Nombre de clients, plus de 600 maintenant. Et puis, c'est pas fini, on en découvre tous les jours. Quand les gens ont une idée, ils viennent nous voir et on essaie de trouver la solution. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Avec un morceau de textile de Borcout, de la Patrouille de France, qui vous accompagne également sur ce pupitre. Ce prix met en lumière votre savoir-faire, mais également votre développement commercial à une époque où le textile, eh bien, c'est un secteur très mondialisé. C'est un secteur très mondialisé, il faut savoir trouver le bon produit, la bonne utilisation et peut-être détourner même des utilisations actuelles pour faire des produits un petit peu innovants. Je pense que l'avenir, en France en tout cas, est vraiment dans l'innovation produit. Bravo, bravo encore. Donc Alexandre Saunier, Violaine Belin, je me tourne vers vous, directrice du développement, de la stratégie et de la transformation chez BP Aura. Comment est-ce qu'on favorise le développement en région d'une entreprise comme celle-ci? Parce que le textile, c'est un secteur, on l'a dit, mondialisé, et hautement concurrentiel. Effectivement, j'ai découvert ça avec Alexandre et son film, son joli film. Secteur très concurrentiel, mais moi ce qui m'a marqué, c'est aussi que c'est un secteur très technique, très spécialisé. On le voit, et le film, encore une fois, est magnifique, et l'expérience d'Alexandre nous le montre. Alors, à la Banque Populaire, comment on accompagne le développement, hein, c'est quand même notre raison d'être d'accompagner le développement commercial de nos clients. C'est tout d'abord, et on y est cher, à notre modèle de proximité dans nos régions. Hein. C'est notre réseau d'agences, 330 agences qui maillent l'ensemble du territoire Aura. C'est nos 500 conseillers chargés de clientèle spécialisés dans l'accompagnement des professionnels et de l'entreprise, parce qu'on le voit bien, Alexandre et tous les candidats, tous les lauréats nous prouvent que les entrepreneurs ont cette nécessité de s'adapter, de se réinventer en permanence, s'équiper pour ça, d'investir. Donc du coup, en tant que partenaire financier, on est là pour apporter des solutions de financement personnalisé, parce qu'on le sait, chaque entreprise a ses contraintes, ses enjeux, ses marchés à aller chercher, à les développer. Et cette force de la proactivité, de la proximité nous permet d'être au plus proche de leurs besoins. Alors c'est bien sûr des solutions de financement, mais c'est aussi des solutions d'assurance, de gestion de banque au quotidien. Alors, à titre d'exemple, et je dirais pour l'empreinte régionale qu'a la Banque Populaire, chaque année, c'est une enveloppe de 3 milliards de crédits d'équipement que l'on fait pour nos entreprises, et c'est bien la preuve de notre accompagnement, de notre soutien à l'économie régionale. Merci Violaine Belin. Alain Audouard, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon-Rhône. On a ici l'exemple d'une entreprise qui a su grandir tout en élargissant son offre. Tout à fait. D'abord, félicitations à toute l'équipe de SMB, Borcout. C'est quand même, on est dans la région où le textile, et notamment le textile technique, est un fer de lance du textile en France. Hein. Beaucoup d'entreprises. La renaissance du textile, tout à fait. Et notamment le textile conventionnel, parce qu'on a des artisans qui travaillent pour la haute couture et tout ça. Donc c'est quand même fantastique d'avoir des entreprises qui innovent. Et puis puisqu'on parle de textile, si vous le souhaitez, on est dans le respect de la distanciation. Vous pouvez même enlever votre masque. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous savez, c'est un masque. C'était le thème. C'est un artisan qui me l'a fait. C'est un artisan qui me l'a fait. Et pour répondre à votre question, SMB est l'exemple typique d'une entreprise qui innove, une entreprise artisanale qui innove, mais grâce à son savoir-faire, mais tout en restant dans je dirais dans la maîtrise de son développement. Bon, ils vont entrer dans une phase innovante qui leur permettra d'élargir leur gamme, mais aussi leur clientèle. Et puis ce prix récompense la capacité d'entreprise à avoir pris des risques maîtrisés, et qui témoignent l'ambition surtout des dirigeants. Donc on peut, en 2 ans, l'entreprise a quasiment doublé le nombre d'employés. La taille, le nombre et le
chiffre d'affaires. Alors, le nombre d'employés, la taille. Je sais que dans le textile, il faut quand même. Les machines sont assez grosses. Donc, dès qu'on commence à grossir, il faut trouver des locaux qui soient adaptés. Et je sais que c'est un problème récurrent, surtout dans le département, où il faut trouver quand même les locaux. Et puis, une démarche responsable qui a porté ses fruits et qui donne aujourd'hui un nouveau souffle au travail qui a été engagé. Donc, bravo. Une entreprise dynamique et puis, je dirais, dynamique dans un métier historique, typiquement lyonnais quand même, parce que c'est là où on fait encore des tissus pour Versailles, pour nombreux châteaux. Les canuts étaient... Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà. Merci à vous trois, bravo encore, à vous SMB Borcôte. Vous repartez donc avec votre prix, mais également avec le coffret Anne-Sophie Pic. Mais c'est un autre uniforme que l'on va enfiler à présent, l'uniforme de projectionniste de cinéma. Car Fabrice Calzettoni nous ramène à l'époque de l'Argentique, toujours ici dans ce hangar du premier film. On lui a demandé en quoi le projectionniste finalement était lui aussi un artisan. Effectivement, pour répondre à cette question, je voudrais citer un des grands cinéastes de l'histoire du cinéma, qui est Stanley Kubrick, et qui disait que le métier de projectionniste était le dernier artisan qui travaillait sur son film. C'est-à-dire qu'il disait, pendant que je tourne, il y a l'électricien, le preneur de son, le menuisier, l'architecte, etc. Et le projectionniste, c'est le dernier artisan qui va s'occuper de la qualité artistique de mon film. Donc je reviens au métier de projectionniste. On voit ici donc l'appareil de projection avec le film 35 mm qui est monté et qui est en marche. Et le métier de projectionniste, alors aujourd'hui c'est du numérique, c'est tout automatique, mais dans les années 50 par exemple, il y avait ce qu'on appelait les salles uniques, et justement le projectionniste était l'artisan de cette salle, c'est-à-dire qu'il recevait les bobines, il montait le film sur l'appareil, mais ce n'était pas simplement projeter le film, il fallait s'occuper aussi de la qualité du son, du niveau sonore dans la salle, il fallait s'occuper de la lumière dans la salle, et donc il régnait, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film de Giuseppe Tornatore, Cinéma Paradiso, avec Philippe Noiret qui interprète un projectionniste. On voit qu'il est dans son domaine, c'est-à-dire qu'il a, exactement comme le menuisier, il a son atelier dans lequel il y a tout le matériel qui était beaucoup plus rudimentaire qu'aujourd'hui, qui pouvait prendre feu par exemple, très facilement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film de Tornatore. À un moment donné, ça prend feu. Donc il fallait toujours veiller à tout. Et c'était presque un travail d'horlogerie que de projeter le film correctement. Et donc je reviens sur ce que disait Stanley Kubrick, que le projectionniste, que ce métier de projectionniste, il le considérait exactement comme tous les artisans qui travaillaient sur son film. Donc le projectionniste recevait le film dans plusieurs bobines, évidemment. Il fallait monter le film, donc il y avait un banc de montage dans son atelier qui lui permettait justement de monter le film bout à bout. Puis il était placé sur l'appareil et l'appareil demandait des révisions permanentes. L'appareil demandait à ce qu'il y ait ce soin apporté par le technicien pour que la qualité de la projection soit à l'image de ce que voulait le cinéaste. Parce que l'artisanat, justement, de cette époque, qui était ce projectionniste qui régnait dans sa cabine de projection et qui en contrôlait tout, c'était de ne pas altérer toute la qualité artistique du film et par ses appareils et par la manière dont il montait le film et dont il projetait, c'était le dernier maillon de tous ces artistes et donc artisans qui avaient travaillé sur le film. Et ce qu'on voit ici, c'est un appareil moderne, mais c'est le bruit qui a, pendant des dizaines d'années, été celui qui a effectivement permis au public de voir le film tel que le voulait le réalisateur. Et si le cinéma des Frères Lumière est devenu un modèle, y compris au-delà de nos frontières, on en vient
au troisième prix de notre cérémonie, le prix d'une entreprise qui exporte son savoir-faire. En l'occurrence, jusqu'au Japon et en Arabie Saoudite, le prix de l'exportateur revient à Gourmandise sans complexe, une entreprise de Roanne dans la Loire. Alors j'ai commencé ma formation en chocolaterie-pâtisserie il y a à peu près une vingtaine d'années. En parallèle de ma formation, fait différents concours qui m'a emmené en fait vers un concours international qui s'appelle la Coupe du Monde de la pâtisserie que j'ai obtenu en 2013. Et suite à ça, dans la foulée, j'ai créé mon entreprise. Donc en fait, on a créé une boutique à Lille où c'est ma sœur qui dirige la boutique. On a 3 personnes qui travaillent sur cette boutique. On a une partie fabrication qui est sur Roanne où on est 8 dans l'atelier et où on s'occupe nous de toute la partie exportation où tout part ici du centre de fabrication pour pouvoir partir aux 4 coins du monde. Alors au départ, on a commencé très modestement avec un client qui était un palace parisien. Et la qualité des produits et la constance des produits a fait que cet hôtel a commencé à parler un petit peu de nous à différents confrères. Ça nous a apporté une certaine crédibilité. On a récupéré un autre client, puis un autre, ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille avec 6 palaces sur Paris. On travaille avec tout ce qui est hôtellerie-restauration sur la partie française. Et après on a une grosse partie internationale où on a certains salons de réception, notamment en Arabie Saoudite. On a le salon du chocolat du Japon, où là c'est vraiment sur un aspect boutique, où on a une gamme complète de la marque Quentin Bailly. On en voit aussi en Italie. Donc voilà, au bout de 4 ans d'activité, on s'aperçoit qu'en fait il y a vraiment un très gros marché ouvert sur le chocolat haut de gamme. En fait, j'ai la chance de pouvoir travailler vraiment au quotidien avec les chefs de ces différents palaces et de ces différents établissements. Ça nous permet vraiment de nous tirer vers le haut et comme leur exigence à eux aussi est d'un niveau absolument incroyable, c'est vraiment une émulation qui est vraiment super pour nous. Je suis toujours dans la fabrication parce que c'est vraiment mon leitmotiv et c'est parce que l'exigence elle se fait tous les jours. Mais la créativité elle est vraiment au cœur de notre activité parce que c'est ce qui fait notre identité et c'est ce qui fait que les gens viennent nous voir pour avoir cette identité particulière et avoir cette proposition un peu sur mesure qu'on est capable de faire pour chaque client. On est dans une structure familiale. J'ai la chance d'avoir, notamment sur la boutique lilloise, ma sœur qui s'occupe de la boutique, mon épouse qui est avec moi au quotidien sur la partie créative et bien évidemment mon équipe que j'oublie pas du tout, qui est vraiment dans ce bateau à essayer d'emmener tout ça encore plus loin. Donc on a aussi un marché qui s'ouvre au niveau de l'Asie et c'est vraiment un continent qui est vraiment marqué sur la gastronomie où le chocolat est encore assez méconnu. En tout cas, c'est un produit qui n'est pas encore fortement développé. Je suis Quentin Bailly, dirigeant de la société Gourmandise sans complexe. Bravo donc à Quentin Bailly et son équipe, bravo à vous Oriane Bailly, vous avez fondé Gourmandise sans complexe avec votre mari, vous réalisez 15%, on l'a compris, de votre chiffre d'affaires à l'export. Ça a aidé cette médaille que vous avez ramené, le titre de champion du monde de votre mari ? Alors, pour obtenir le titre de champion du monde, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et je pense que du coup, c'est un gage de qualité et d'excellence pour nos clients. Et c'est vrai qu'on a la chance que les clients viennent à nous. Et je pense que le titre de champion du monde est sans doute pour quelque chose. Mais après, bien sûr, il faut d'abord qu'ils dégustent les produits et qu'ils les valident. Et là, on a l'aval final. Une vraie médaille, hein, ce n'est pas une médaille en chocolat. On parlait de Japon, mais on a compris qu'il y a d'autres marchés qui se développent. Oui, on a d'autres marchés. Donc, sur l'Arabie Saoudite, là, on est en contact avec le Danemark. On a le Dubaï également qui nous contacte. Donc, comme je disais, on vient à nous et on est ravis d'accueillir de nouveaux clients. Merci et bravo encore à vous, Oriane Bailly. À vos côtés, Pascal Trimouilla, directeur général adjoint de BP Aura. Comment est-ce que vous accompagnez une entreprise régionale telle que Gourmandise sans complexe dans son développement ? Tout d'abord, je voudrais adresser toutes mes félicitations à Oriane Bailly, à Quentin Bailly, à Gourmandise sans complexe. Et on voit qu'elle est vraiment sans complexe, l'entreprise, parce que c'est une très belle réussite. En fait, nous sommes rentrés en relation grâce à Madame Bailly, parce qu'elle-même championne du monde, dans une autre discipline, mais elle-même aussi championne du monde. C'est une famille de champions du monde quand même. Et nous sommes rentrés en relation donc, depuis 3 ans à peu près. Donc nous avons depuis 3 ans fait un certain nombre de financements, notamment pour financer des équipements de production dans le local rouennais. Puis en termes d'export, j'allais dire, l'export nécessite un certain nombre d'expertises de la part d'une banque.
Et c'est vrai qu'au niveau de BPORA, nous avons tout d'abord des experts qui ne font que ça de l'international sur tout le territoire. Hein. Nous en avons 6 qui sont sur tout le territoire. Et puis, nous avons un middle office qui est spécifique sur l'international, qui traite toutes les opérations de transfert, de rapatriement, de crédit documentaire. Et nous avons également une salle de marché donc ici à Lyon, hein, au niveau de BPORA, qui traite... l'année dernière, on a traité 2000 opérations, j'allais dire, de transfert, de rapatriement, donc sur l'international, pour un flux de 8 milliards d'euros. Donc c'est une expertise que l'on met à disposition donc, de tous nos clients exportateurs qui font de l'international en général. Donc moi, je voudrais quand même adresser à nouveau toutes mes félicitations à cette entreprise qui brille aux 4 coins du monde, hein, qui fait vraiment briller la France, mais qui fait briller l'artisanat français aux 4 coins du monde. Et ça, vraiment, un grand bravo, félicitations. Et doublement, donc, champion du monde, on le précise. Précisez-nous quoi, quand même? Eh bien oui, dans la coiffure. Je suis championne du monde de coiffure. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. À vos côtés, donc, Georges Dubesset, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire. Pour vous, c'était une évidence de récompenser cette entreprise. Qu'est-ce qui vous a séduit? On vient de le voir, ça vient d'être dit à plusieurs reprises. C'est l'excellence d'une petite entreprise, 8 personnes basées à Rouen, qui exportent. Alors l'artisanat, c'est pas parfois la pensée première d'un artisan, c'est pas d'exporter, et en plus d'exporter de la nourriture, j'allais dire. C'est de la nourriture, ça se mange, tout ce qui est exporté. C'est pas si simple, et c'est pas si simple de faire ça au Japon, donc il a fallu se former, et puis il faut avoir en tête un esprit de compétition. Alors, ils l'ont tous les deux, hein, champions du monde tous les deux, dans des catégories différentes, mais il faut avoir l'esprit de compétition pour se dire, je pars, et je tente d'exporter à Dubaï, je tente d'exporter au Japon. Vous vous rendez compte, ils exportent même à Paris. C'est vous dire, c'est peut-être beaucoup plus dur d'exporter à Paris que d'exporter à Dubaï, peut-être, mais en tout cas, tous les deux et toute l'entreprise est mobilisée. Vous l'avez dit, et ça a été dit dans le film, 15% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export, et ça croît tous les ans. Donc c'est ce qui nous a motivés dans la Loire à présenter la candidature de cette entreprise. Et je suis très heureux que le jury nous ait suivis, parce qu'effectivement, nous avons là ce que l'on appelle couramment une pépite. Et cette pépite, elle est dans la Loire, donc j'en suis ravi et encore bravo. Bravo, merci, bravo à Gourmandise, sans complexe donc pour ce prix exportateur. Vous repartez également, en plus de votre médaille, vous la gardez ce prix et puis le coffret valable donc chez Anne-Sophie Pic. C'est le 4e prix que nous remettons à présent, le prix de l'innovation. Il revient à une entreprise basée à Montbonneau, Saint-Martin, dans l'Isère, une entreprise spécialisée dans la fabrication, la conception, mais également la vente de drones. Donc j'ai créé Escadrone en 2014, après quelques années de développement produit. L'objectif d'Escadrone, c'est d'accompagner nos clients, qui sont tous des professionnels, dans l'intégration de la robotique autonome à leurs activités. Cet accompagnement, il passe par du conseil avant-vente, de la vente par des contrats de distribution, de la conception-assemblage en interne pour répondre à des besoins spécifiques, mais aussi des formations sur les produits ou les logiciels associés. On a grandi petit à petit pour être aujourd'hui une dizaine de salariés en présentiel à temps plein et on a une quinzaine de formateurs qui travaillent avec nous en freelance sur toute la France. Nos clients, ils sont principalement issus des métiers du bâtiment, travaux publics, de l'industrie, de la recherche. On propose des drones sur les segments aériens, marins, sous-marins, mais aussi terrestres. Donc on essaie de répondre à un panel d'activités qui démarre en l'air, mais qui est aussi sous terre ou sous l'eau. Dans nos développements, par exemple, on a ce produit qui est le Multibot. Il est né d'un stage il y a maintenant 5 ans, donc c'est 5 ans de développement et aujourd'hui on arrive à une solution qui permet d'aller inspecter sous pont de façon très simple ou éventuellement de numériser des fonds marins. On va limiter le risque à l'opérateur et puis gagner en qualité sur la façon dont on opère. On a aussi des matériels qui vont être un peu plus autonomes. Donc par exemple, on s'est adossé à un fabricant qui s'appelle Overseen, sur lequel nous, on va réaliser toute l'intégration technique et réglementaire chez nos clients pour proposer des drones très autonomes dans leur manière d'évoluer, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pilotes qui sont là pour les exploiter. C'est des choses qui sont complètement automatiques, avec uniquement des acteurs qui sont là pour surveiller l'opération.
Et donc on a effectivement aussi des certificats qu'on associe aux machines qu'on livre, qui sont des sortes de cartes grises et des sortes de passages aux mines que l'aviation civile nous délivre pour pouvoir intégrer ces machines dans l'espace aérien. L'innovation et la veille technologique, c'est le cœur de notre métier, c'est des produits nouveaux, les usages évoluent, mais les techniques aussi. Nous, on regarde toujours ce qui se fera demain, on regarde beaucoup les robots terrestres aujourd'hui, on sait que c'est des produits qui arriveront et qui arrivent déjà de plus en plus. Tout ce qui est très autonome aussi, aujourd'hui on parle de drones, donc c'est des robots qui vont interagir un petit peu seuls avec leur environnement, mais on a encore beaucoup à gagner. L'intelligence artificielle va aider aussi à traiter la donnée, à prendre des meilleures données avec ces drones, prendre des décisions éventuellement directement sur la donnée qui est captée, sans intervention humaine. On est toujours effectivement à regarder ce que sera le monde du drone de demain. Je suis Nicolas Hébert, dirigeant de la société Escadrone. Et Nicolas Hébert est à nos côtés pour se voir remettre son prix. Bravo à vous, Nicolas Hébert. Quel parcours depuis lors, depuis 2014, la création de votre entreprise? Bonjour à tous, effectivement, on a démarré une activité dans le Grésivaudan à côté de Grenoble, dans notre belle région Rhône-Alpes. On a eu la chance de démarrer avec un environnement favorable aux drones, les accès difficiles en montagne. Aujourd'hui, notre activité elle est centrée sur l'accompagnement de nos clients professionnels dans l'intégration de la robotique autonome à leurs activités. Et vous avez, en parlant de l'avenir, ces drones autonomes, un objet, un instrument que les Frères Lumière auraient adoré utiliser, je suis sûr. Effectivement, on va prendre des images et pouvoir faire une partie des activités se situe effectivement dans l'audiovisuel. Ces produits vont être de plus en plus autonomes, ils changent les manières de travailler, on va avoir des outils qui sont capables de prendre des décisions de vol tout seul, naviguer tout seul, se reposer tout seul, partager de la donnée avec éventuellement d'autres robots pour mener des actions. Et le tout sous le regard de Louis Lumière. Vous avez aussi un rôle de conseil, de formation pour les télépilotes de drones et vous voulez gagner des parts de marché dans ce domaine. Effectivement, l'activité de formation elle est très importante. Elle est un gage de qualité pour le client final et l'utilisateur de ces données drones. Et nous avons la volonté d'avancer et de former les opérateurs pour que les opérations puissent être réalisées en toute sécurité et conformément à la législation aujourd'hui française et demain européenne. Merci à vous, Nicolas Hébert. Bravo donc à vous et à votre société Escadrone. Laurent Dupas, directeur des marchés de professionnels à BP Aura, est à vos côtés en tant que remettant de ce prix. C'est un marché en pleine expansion, on l'a dit, mais là encore, un marché ultra concurrentiel. Comment est-ce que vous accompagnez et qu'est-ce qui a séduit le jury dans la remise de ce prix? Ce qui a séduit le jury, vous l'avez vu dans le film, et puis son dirigeant vient de bien l'expliquer, hein, c'est une activité déjà qu'on ne mettrait pas forcément dans l'artisanat. Hein, donc voilà, les drones 2014, hein, donc c'est une activité plutôt récente. Et puis c'est une activité qui est essentiellement uniquement dirigée vers des entrepreneurs. Hein, donc voilà, on a une innovation aussi dans le positionnement de marché, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la palette, hein, puisque j'allais dire, on va de la machine à la formation, hein, donc on couvre dans cette entreprise vraiment une palette très large. Et puis la troisième chose, c'est vraiment, et je crois que c'est ce qui aussi a peut-être plus séduit le jury, c'est que cette entreprise, elle était vraiment à l'écoute de ce qui allait se passer, à l'écoute des besoins de leurs clients. Et puis quand on pense drone, eh ben, là on en a une illustration, hein, on pense drone aérien, mais vous l'avez vu, hein, c'est aussi du terrestre et de l'aquatique, et c'est quand même des choses très nouvelles. Et toutes ces innovations ont fait que, eh ben, on retrouve cette société dans les lauréats du prix Star Métier. Merci Laurent Dupas. Il a été question d'accompagnement au cours de cet événement, de cette cérémonie. Michel Guillot, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Isère, je me tourne vers vous. Comment vous accompagnez justement l'innovation et les nouvelles technologies? Alors tout d'abord, je voudrais adresser mes félicitations à l'entreprise, bien entendu, qui mérite grandement ce prix. Et puis remercier aussi l'organisation de ce prix. On a besoin d'avoir tout ça pour pouvoir valoriser. Alors l'accompagnement des entreprises artisanales, nous, dans l'innovation, elle se fait souvent par des apports qu'on peut avoir en interne sur des spécialisations. Plus particulièrement dans ce cas-là, c'est aussi de la mise en relation et de la veille sur des entreprises qui peuvent faire aussi les mêmes choses. Le développement, elles ont besoin d'être connues. On les accompagne également pour aller sur des salons, organiser des salons, ce qui n'est pas facile. Puis après, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de grossir, et c'est le cas de l'entreprise de Nicolas, donc, qui en conséquence
a eu quand même un besoin de personnel, donc on a accompagné son entreprise dans le recrutement. Et puis on reste toujours à la disposition justement des choses qui sont novatrices. Et là où vous disiez que c'était un secteur artisanal, en fait ce qu'il a su développer, c'est un métier de service. Et c'est de partir de quelque chose qui est assez conventionnel et une production de masse, comme un drone, bien que pas que aérien, effectivement, c'est là tout l'intérêt, et puis d'apporter un service à des clients qui ont besoin d'en faire quelque chose de ces drones. Et c'est là où, pour nous, ça a été un projet extrêmement séduisant. Donc il a innové dans le service, et je pense qu'il y a encore une belle marge de progression. L'accompagnement donc pour l'innovation. Merci à vous trois, messieurs, et bravo encore à vous et à la société Escadrone Nicolas Hébert. Prix de l'innovation, vous repartez évidemment avec votre drone, vous le ramenez, et puis ce coffret, donc ce coffret utilisé chez Anne-Sophie Pic à Valence. Vous connaissez donc désormais le palmarès et les lauréats de ces prix Stars et Métiers version 2021, les prix responsables, prix de l'entrepreneur, prix exportateur et prix de l'innovation. Violaine Belin de BP Aura, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi justement ces entreprises artisanales que vous venez, vous, de découvrir, les 4 lauréats qui montrent bien cette agilité dont on parlait tout à l'heure, cette capacité de rebond? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, je vais le dire en un mot, c'est la précision. Voilà, dans tous les projets de nos lauréats, mais aussi nos candidats, sont tous des passionnés de leur métier. Hein. Ils maîtrisent les gestes et l'expertise de leur métier avec cette extrême précision. C'est autant des professionnels, de professionnels d'excellence qui sont capables, mais qui sont aussi capables de voir loin, d'anticiper pour que leurs produits soit toujours au meilleur niveau, au plus haut niveau d'exigence sur leur marché. Moi, je suis profondément admirative de cette capacité de réinvention, cette créativité pour développer toujours des solutions encore plus sur mesure. On voit que le monde bouge, que les transformations sont des injonctions qui s'imposent à nous en permanence, hein, c'est nos enjeux de demain. Alors pour moi, une entreprise, le gage de pérennité d'une entreprise, c'est bien sûr les qualités de son dirigeant, de nos entrepreneurs, mais c'est aussi cette capacité à concilier donc, cette précision dans le geste, dans l'expertise, et cette capacité d'être en innovation permanente. Et c'est pas toujours simple, et ça l'est encore moins effectivement dans le contexte que l'on a connu en 2020, en 2021. Mais je crois que les journées comme aujourd'hui sont la preuve et l'illustration que nos entrepreneurs ont cette énergie-là, son dynamisme, que le rebond est là. C'est vrai qu'on s'interrogeait, nous, à la banque, fin d'année dernière. On a beaucoup été occupés par les PGE, mais on a fait aussi beaucoup de crédits. Je peux vous le dire, 2021, on est extrêmement confiant puisqu'on est déjà fin mai et on voit que les demandes de projets, les demandes d'investissement sont là. On voit qu'il y a une envie de se transformer, de rebondir. Et oui, moi, je suis très confiante sur la capacité de rebond de nos entreprises en région. Et nos enjeux de demain, ils sont un peu tout nouveaux tous les jours. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que la transition énergétique, c'est plus une option. Et nos artisans, nos entreprises en sont des acteurs majeurs. Et nous serons aussi une banque qui sera en capacité d'être un partenaire dans ce domaine-là. On vient de créer la Banque de la transition énergétique. Et je suis persuadée que ces enjeux-là sont autant d'opportunités pour rebondir sur de nouveaux secteurs, sur de nouveaux challenges. Voilà. Merci Violaine Belin, à vos côtés Serge Vidal. Vous parliez d'excellence au tout début de cette émission, l'excellence de l'artisanat régional. Je crois qu'on vient d'en avoir la preuve. Complètement. Je vous disais tout à l'heure que l'excellence était dans la nature des artisans. Cette 14e édition en est encore un exemple. Nous avons eu deux très bons dossiers à suivre. Je remercie au passage les agents de la Banque Populaire, mais aussi les agents de nos chambres de métiers et de l'artisanat. Bien sûr, l'ensemble des candidats qui se sont présentés à ce prix, ces prix qui sont là pour mettre un éclairage particulier sur des entreprises d'excellence artisanale qui ont tant besoin de se faire connaître et qui sont souvent dans l'ombre. Ils ont besoin de ce coup de projecteur, quelque part.
Une édition marquée par la nouveauté, puisque les jurys se sont déroulés à distance. Alors, j'ai été ravi, bien sûr, de travailler à distance avec la Banque Populaire et la Socama. Allez, un petit regret par rapport aux autres éditions. C'est que les jurys, on pouvait toucher les choses, toucher les réalisations de l'ensemble de ces candidats. Et le plus gros regret viendrait des candidats de l'alimentation, parce qu'on pouvait goûter des chocolats qu'on a bien vus tout à l'heure dans les petits films. Mais quel bonheur que de pouvoir les goûter. Voilà, mais c'est totalement accessoire et personnel. Bien sûr, on a aussi profité de cet espace, l'Institut Lumière, dans cet hangar du premier film. Et je rajouterai que l'artisanat et le cinéma, c'est aussi une histoire. Le cinéma a souvent mis en scène des artisans pour le plus grand bonheur de tous et de toutes. Alors, merci pour ce prix, et puis à la prochaine édition. Merci à vous, Serge Vidal. Le chocolat un peu fondu vous attend quand même. Merci Violaine Belin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission Stars et Métiers, cette cérémonie de remise des prix 2021 est disponible en replay. N'hésitez pas à la partager autour de vous. On vous dit à très vite.